Bonjour à vous, amis de Radio Courtoisie. Oui, utilisez vos impôts à bon escient, hein. France Télé, TF1, Le Monde, Libération ont assez d'argent et de milliardaires derrière qui subventionnent pour de l'information, évidemment, propagande. Hein. Relaté. Voilà, frelaté, très frelaté même. Je remercie donc Nicolas Stocker qui était juste avant pour le libre journal de géopolitique profonde. Hein. N'hésitez pas aussi à réécouter ce libre journal, très intéressant ce matin, enfin comme tous les matins d'ailleurs, Comme tous les samedis voilà, matins. comme tous les samedis matins plutôt. Jean-Maxime Corneille. Voilà, Jean-Maxime Corneille, notre ami. C'est quand même une découverte, hein, Jean-Maxime Corneille. Vous le connaissiez pas avant? C'est une découverte pour nous, en tout cas, c'est vrai. Et c'est grâce à Géopolitique Profonde, pour le coup. Donc vous avez pu parler de géopolitique. On a fait une analyse de texte. On a commencé un démontage de la dernière tribune de Nicolas Bavrez dans le Figaro, qui valait vraiment le détour. La critique. Et tout ça, on revoit aussi donc Jean-Maxime Corneille sur la lettre de Géopolitique Profonde. N'hésitez pas à vous y abonner. Je remercie évidemment la Sublime qui est là, même le soir de Noël, elle est là. Le 31 décembre aussi, elle travaille tout le temps à Radio Courtoisie. D'ailleurs, je pense même qu'elle y posera un matelas à la technique. C'est notre amie Virginie. J'espère pas le 31 décembre. J'ose espérer qu'elle va faire la fête à passer minuit. Elle sera là le 31 décembre. Elle travaille le 31 décembre. Voilà. Il faut qu'elle soit tout le temps là. C'est dingue. Et quand elle est pas là, je crois même que les gens font en sorte d'enregistrer avec elle. Et voilà, Non, en quand plus. même. Non, mais là, c'est dingue hein, quand même. Là, on fait travailler comme ça les gens. C'est la rançon du succès. Voilà. Hein. Je salue aussi notre ami Jean-Loup qui est au standard et qui prendra vos commentaires, vos questions. Jean-Loup qui est, je crois, celui qui a la plus jolie écriture du PAF. Voilà, faut le dire. Faut le dire, je comprends tout. Tout ce qu'il écrit, je le comprends. Donc bravo à lui. Aujourd'hui, on va parler. Patrick qui va revenir bientôt. Oui, bientôt il revient de Réunion. Là, il était bien, il a bronzé. Réunion et l'île Maurice. Et l'île Maurice, Oh, alors, la chance. Hein. Pourquoi se gêner? J'aurais bien aimé mettre à sa place, c'est bon. C'est le fameux rentier dont nous a parlé notre chroniqueur de géopolitique. Voilà, le rentier boomer, du baby boom. Oui, en plus. Donc aujourd'hui, on va parler éducation nationale. On va parler progressisme, éducation nationale. Vous connaissez bien en plus vous l'éducation nationale. Non, hein non, pourquoi? On va parler avec quelqu'un. C'est le sujet tabou, hein. C'est le grand sujet tabou. Pour moi, en tout cas, Mike. C'est le seul sujet sur lequel je m'oblige à une certaine réserve. Ah, donc vous êtes réservé aujourd'hui. Vous vous réservez aujourd'hui. Où je fais passer les messages aux autres, par les autres. Aujourd'hui, nous avons notre amie Farida Belgou, ancienne enseignante. Elle va parler du niveau des enfants à l'école et du progressisme aussi qu'on impose à l'éducation nationale. Elle a créé ce mouvement Journée de retrait à l'école. Voilà, on va en parler. Bonjour, chère Farida Belgoul, comment allez-vous? Bah écoutez, je vous remercie de votre invitation et je vais bien dans le pire des mondes en espérant qu'il devienne un jour le meilleur. On verra. Pourquoi ce pire des mondes là tout de suite Parce là que justement, à propos de l'éducation nationale, on est dans une dégringolade qui se poursuit maintenant depuis des décennies et qui ne semble pas rencontrer d'interlocuteurs crédibles pour faire remonter aux enfants la pente. Voilà pourquoi je disais le pire. Parce qu'effectivement, de plus en plus, les enfants de ce pays sont illettrés, incultes et par conséquent indisciplinés, irrespectueux, avec évidemment la porte grande ouverte lorsque on est mal éduqué, mal instruit vers les incivilités qu'on connaît. Alors là, vous avez dit, vous avez utilisé des mots forts. Oui. Illettré et inculte. Ça signifie quoi que l'école de la République fait que en y sortant, on reste illettré et inculte. Oui, c'est une espèce de, je vais oser le mot, de machination qui dure maintenant depuis des décennies. On va la dater à la loi d'orientation de monsieur Lionel Jospin, évidemment socialiste devant l'éternel, n'est-ce pas? Qui Bien a sûr. produit une loi d'orientation qu'il a signée en 1989. Et dans cette loi, en substance, pour la résumer, nous avons affaire à la fin de la transmission des connaissances de manière explicite, progressive, selon évidemment l'âge des enfants.
Donc, c'est une réussite de l'éducation nationale que de conduire les enfants à l'illettrisme. Ça paraît paradoxal, malheureusement, c'est le cas. Vous avez signalé tout à l'heure que j'étais une ex-enseignante. C'est vrai et c'est pas vrai. Je suis une ex-enseignante de l'éducation nationale, mais j'aimerais quand même dire pourquoi. Parce que j'ai été révoquée. Je n'ai pas démissionné, je ne me suis pas enfuie. J'ai été révoquée pour avoir combattu l'enseignement de la théorie du genre en classe. C'était en 2014. J'ai fini en conseil de discipline. D'autant plus que j'ai réitéré les actions contre ce type de programme lorsque j'ai persisté dans cette voie en m'opposant à l'éducation sexuelle, qui est une éducation sexuelle absolument abominable, qui se déroule dans le dos des parents, des familles, où on sexualise les enfants. Alors là, dans toutes les directions, il paraît qu'il y a différentes orientations sexuelles qu'ils doivent tous apprendre et dans des situations, parfois extrêmement, comme ils le disent eux-mêmes, hardcore, c'est-à-dire presque pornographiques. On en a eu des retours du terrain, vous en avez entendu parler vous-même, donc je ne vais pas développer, aujourd'hui, Mais si, on va en parler Ah parce que bon? là, on a des parents et aussi des grands-parents qui nous écoutent, qui sûrement, voilà, vous l'avez bien dit vous-même, ne savent pas forcément ce qui s'y passe. Et donc, l'émission du jour a vraiment pour but d'informer. Voilà, on peut pas laisser. Enfin, c'est quand même grave, quand même, ce Ah type oui, c'est très grave, d'enseignement. ouais, bien Et il sûr. faut que les gens soient au courant. Moi, je vais vous dire, je le vois. Je le vois autour de moi, je le vois près des gens avec qui je parle, dans la rue, etc. Ils me disent, ah mais non, mais tout ce que vous nous dites, nous ne sommes pas au courant. Donc, il faut utiliser même tous les mots. Nous sommes sur la bande FM, nous ne sommes pas sur les réseaux sociaux. Donc, nous pouvons les utiliser, ne vous inquiétez pas. Alors, ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé depuis maintenant des années, à l'égard desquelles il y a deux réactions possibles. Soit le discernement, la reconnaissance du fait et de la politique en question, soit le déni. Malheureusement, évidemment, le déni est alimenté par de nombreuses suggestions qui nous proviennent des médias propres au pouvoir, enfin soumis au pouvoir, de l'éducation nationale et puis aussi de la peur des représailles. Parce que vous avez des parents qui savent parfaitement ce qui se passe, mais qui font semblant de ne pas savoir par peur qu'on leur retire, par exemple, les enfants. Puisque vous avez, c'est ce que nous avons vécu pendant les journées de retrait de l'école en 2014, vous avez eu énormément de familles. En 6 mois, on a eu 250 000 retraits de l'école à raison d'une journée par mois sur l'ensemble du territoire. C'est une opération qui a particulièrement été suivie par les quartiers populaires, mais il y a eu des représailles et à l'issue, parce que l'action en elle-même a considérablement surpris le pouvoir. Elle n'avait jamais eu affaire à ce genre d'initiative, plus habituée aux manifestations, aux pétitions qui ne servent plus à rien. J'avais pris la décision d'innover avec un appel aux familles de retirer les enfants de l'école une journée par mois pour protester et empêcher l'enseignement de la théorie du genre en classe. Alors, Et expliquez-nous ce qu'est exactement la théorie du genre. Voilà, même de façon la succincte. plus, je veux dire, voilà, possible, enfin, je veux dire la plus précise possible, pour que les gens comprennent. Et n'hésitez pas à utiliser des exemples, parce que souvent, moi, je vais vous dire, on dit, voilà, on donne des théories, des machins, des définitions, mais elles sont trop vagues pour les gens et ils ne la comprennent pas. Donc, Très bien. n'hésitez pas à Alors, la donner des théorie exemples. du genre qui porte ce nom, c'est en fait une idéologie qui nous vient surtout des secteurs plutôt LGBT. Hein, maintenant, tout le monde sait ce que signifie le sigle LGBT. On pourrait l'allonger avec toutes les lettres de l'alphabet. Ça ne change pas le fait qu'il y a une espèce d'entreprise aujourd'hui qui est entrée à l'école, qui y est installée de manière extrêmement ancrée et qui entend se servir de l'école pour faire pénétrer cette idéologie dans la tête des enfants. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit que jusqu'à présent, l'école de la République déracinait les enfants, les déracinait sur un plan, je vais dire, géographique, et on a décidé, par exemple, Et et religieux, social, et et religieux. religieux, absolument, religieux, géographique et social. Et on a décidé de mettre une étape supplémentaire en route, qui est le déracinement de l'identité sexuelle. En fait, c'est un ensemble cohérent qui se poursuit depuis l'installation par Jules Ferry de l'école républicaine, qui nous provient de la destruction de l'école catholique. Dans un premier temps, on a eu des hussards de la République qui ont poursuivi l'œuvre d'instruction en la généralisant
à l'ensemble des enfants de France avec les méthodes de l'école catholique. Et puis petit à petit, voyant que les enfants lettrés allaient poser des problèmes évidemment de résistance à la société dans laquelle nous nous trouvions, eh bien le parti pris a été celui des États-Unis, c'est-à-dire de se servir de l'école non plus pour instruire mais pour éduquer. Cette éducation a pris fait et cause sur un plan tout à fait officiel lorsque l'éducation nationale qu'on connaît sous ce vocable de nos jours s'est installée légalement sous ce nom-là. Parce que jusqu'en 1932, en vérité, nous n'avions pas de ministère de l'éducation nationale. Nous avions un ministère de l'instruction publique. Et en 1932, on change de sigle, mais en fait, pour changer de politique, pour changer d'orientation justement, et d'orientation sexuelle aussi, eh bien, on passe à l'éducation nationale, qui est une façon subtile et perverse et sournoise de mettre en place des politiques à l'intérieur des murs de l'école qui vont progressivement, sournoisement, dans le dos des parents, les déposséder de l'éducation de leurs enfants. Les déposséder de l'éducation de leurs enfants, ça a pris d'abord le chemin de les rendre illettrés, parce que les hussards de la République ont été vaincus dans le sens de la transmission des connaissances, et on a mis en place, en particulier après les années 60, avec une ratification dans la loi par Lionel Jospin en 1989, de méthodes pédagogiques dont vous avez régulièrement parlé, puisque j'en ai moi-même pris connaissance, grâce à Radio Courtoisie il y a une dizaine d'années, par l'intermédiaire de cette grande Ghislaine Wechten-Badour, qui nous a tout expliqué à l'époque, et qui nous a bien montré que le passage de la méthode syllabique pour apprendre à lire à la méthode globale, allait produire l'illettrisme qu'on connaît. Et il faut bien intégrer le fait que, avec les difficultés scolaires, avec l'échec scolaire organisé, produit par le système, nous allons avoir des enfants de moins en moins gérables, de moins en moins disciplinés. Cette façon de mettre en place des méthodes pédagogiques qui produisent de l'illettrisme s'appelle scientifiquement le constructivisme. De quoi s'agit-il? Il s'agit tout simplement de laisser les enfants en classe construire eux-mêmes leur propre savoir. C'est-à-dire que la présence du maître va disparaître, il va devenir un simple animateur d'un conflit socio-culturel, comme ils l'appellent dans le langage ad hoc de l'éducation nationale, où les enfants ne vont plus recevoir du maître des connaissances, selon leur âge et de manière progressive, et surtout de manière explicite. Explicite, ça veut dire qu'un adulte, qui est le maître, explique aux enfants. Explique aux enfants. Et là, il n'y a plus d'explication délivrée aux enfants. Il y a tout simplement... Qu'est-ce qu'il y a à la place? Dites-nous. J'y viens. Il y a tout simplement des ateliers ou des photocopies distribuées ou des textes globaux qui sont des archives, par exemple en histoire, où l'enfant qui est censé lire alors qu'il ne l'a pas appris convenablement, eh bien, doit trouver lui-même les connaissances dont il aura besoin pour la matière en question. Donc ça donne un chahut invraisemblable dans les classes, un bavardage général et collectif, voire de l'indiscipline jusqu'au chahutage du professeur, bien évidemment, puisque celui-ci n'est plus dans la peau du maître et par conséquent n'est plus respectable. Nous avons affaire, et si les parents vont dans les cartables de leurs enfants, regardez les cahiers, vous verrez que dans les cahiers, il n'y a plus de cours. Il n'y a plus de cours, il n'y a plus de connaissances explicites. Et on le constate avec la disparition des matières qui nécessitaient qu'on transmette des connaissances. Bien, l'orthographe, il n'y a plus de cours d'orthographe. La grammaire, il n'y a plus de cours de grammaire. L'élocution, n'en parlons pas. On reste dans la génération qu'on reproche aux banlieues et qu'on appelle wesh-wesh. Mais en fait, ce vocabulaire appauvri provient de ce qu'il n'y a plus de leçons de vocabulaire. Moi, je suis allée dans les écoles, à l'école des hussards de la République, et Dieu sait que je ne suis pas républicaine, mais au moins dans cette école tout de suite héritière des écoles catholiques, nous avons appris à parler, nous avons donc acquis du vocabulaire, nous avons eu des cours d'élocution, de grammaire, d'orthographe, et nous avons appris à écrire la langue qui est la nôtre. Mais tout ceci n'a plus lieu. Voilà. Et du coup, parce que vous êtes, en gros, vous avez dit non. Voilà, vous avez dit non à ce type d'enseignement. L'éducation nationale vous a saqué. Oui, alors ce qui s'est passé, c'est que ma première réaction a été de dire non, mais je dirais dans l'espace privé, comme ils aiment bien qu'on fasse. Comme la laïcité dans l'espace privé nous conduit à croire en Dieu dans l'espace privé,
dans un premier temps, j'ai dit non dans l'espace privé, c'est-à-dire dans l'espace de ma classe, j'ai essayé de donner des connaissances à mes élèves. Alors c'est quasiment impossible parce que à raison de 50 minutes, dont 30 minutes se consacrent à la discipline avec des programmes abscons, impossible, encore que parfois nous y étions arrivés avec mes élèves en complicité les uns avec les autres, parce que les élèves veulent apprendre. Faut pas croire que les élèves veulent rester ignorants. Ça, c'est totalement faux. Moi, j'ai été 25 ans dans les banlieues enseignantes et j'ai choisi de l'être dans ce genre de géographie et j'ai toujours rencontré une grande majorité d'enfants et d'adolescents qui veulent apprendre. C'est l'école qui les a rejetés vers l'ignorance et l'inculture par les méthodes dont je parle. Donc, nous sommes là dans une situation qui est que il y a de l'illettrisme. Alors, je disais que les parents vérifient dans les cartables. Et moi, j'ai résisté de manière privée. D'abord en classe, puis auprès de mes enfants que j'ai déscolarisés, puisque à l'époque, l'école à la maison était encore possible et j'avais appris fortuitement que l'école n'était pas obligatoire. Donc, grâce à Dieu, mes enfants n'ont pas été à l'école, à part mon aîné qui a fait quelques années, où évidemment, je me suis rendu compte qu'elle n'apprenait pas à lire puisqu'elle revenait chaque jour avec des petites boîtes en métal dans lesquelles il y avait des mots-outils comme ils les appelaient et elle devait faire du collage. Mais le Attendez, déchiffrage de la langue, Attendez, qu'est-ce que ça veut dire ça expliquez-nous, parce que là, je vois pas très bien. C'est-à-dire des mots-outils, des alors collages voilà, de quoi? on leur donnait des étiquettes avec des mots. Mais, pour, sur, dedans, hôtel, table, et ils devaient les visualiser comme si c'était des images. On leur donnait des mots sur des étiquettes, c'est ce que j'ai vu avec ma fille en tout cas, dans des petites boîtes, et le soir, elle devait apprendre ces mots-là, mais de façon globale. Elle ne les déchiffrait pas. On ne donnait pas le code de la langue, à savoir que le BA ensemble relié donne le son bas, ou le son BEAU donne beau, parce qu'on l'apprend de manière rigoureuse à l'école. On ne donne pas on ne transmet pas le code de la langue. On fait en sorte, comme si, pour passer le permis de conduire, par exemple, on vous envoie sur la route avec une bagnole et puis on vous dit, bah, vas-y, et puis tu vas te casser la figure, mais c'est en te cassant la figure qu'au fur et à mesure, tu vas comprendre le sens des panneaux. Bah, c'est pas comme ça que ça se passe. Quand on passe le permis de conduire, vous avez un maître, on appelle, je sais plus Un le moniteur, ouais. moniteur, Bien. merci, j'avais perdu le mot, le moniteur. Et le moniteur, il n'est pas là en train de vous demander de deviner le sens des panneaux. Le moniteur vous transmet le sens des panneaux. Parce que si vous ne transmettez pas le sens, vous allez prendre une rue à sens unique alors qu'il est indiqué qu'on ne peut pas y pénétrer. Et puis vous allez provoquer un accident qui pourra être plus ou moins grave selon. Eh bien, en Mais classe... comment on peut deviner des mots je comprends pas très bien le Bah concept, si, en parce fait. qu'on les fait répéter et on les regarde visuellement comme si c'était une Ah, image. C'est-à-dire c'est-à-dire que voilà, on va dire qu'il y a maison, le mot le maison. mot maison, bah, Donc, il le regarde et c'est on fait répété. répéter le mot maison Voilà. en classe et on dit voilà, ce mot-là, c'est maison, c'est ça que vous voulez dire. Voilà, voilà. Et Mais ils on doivent leur dit l'apprendre le pas soir. MAI, Non, ça fait mais. Non, ça non. non. On leur dit pas AI, ça fait est. Avec le son ça fait mais. Entre deux voyelles, c'est z. Et ON, ça fait on, donc maison. On ne dit plus ça. On leur donne des textes. Le premier jour d'école de mon fils en CP, et c'est comme ça que je l'ai ressorti au bout de 3 jours, il est arrivé avec un texte global qui s'appelait Mika est à l'école, c'est jour de la rentrée. Donc le premier jour d'école pour un CP de 6 ans, il a eu à faire un texte du genre « Bonjour, je m'appelle Mika, aujourd'hui c'est la rentrée, ma maîtresse s'appelle Isabelle, je suis très content d'être en classe et je vais apprendre à lire et à écrire toute l'année. » Bon, le premier jour, ils l'ont répété 10, 15, 20 fois. Les enfants de 6 ans, beaucoup d'entre eux ont une bonne mémoire. Le soir, ils rentrent auprès de leurs parents et ils disent, évidemment, ben, j'ai appris à lire. Alors la maman peut, comme moi, leur dire, ah bon, en une journée, c'est extraordinaire. Et le môme va réciter le texte, mais si je lui mets le doigt sur un des mots du texte, il est évidemment incapable de le déchiffrer, de le lire et par conséquent de le comprendre. Donc il y a eu toute une idéologie constructiviste où on a demandé aux enfants de deviner. C'est-à-dire que les enfants vont à l'école et ils jouent à la devinette, si tant est que c'est un jeu, ils jouent à la devinette du matin au soir, ce qui les épuise et ce qui empêche les connexions neuronales de se faire
pour que effectivement l'intelligence se développe, le goût pour l'instruction s'installe et les progrès qu'on devrait normalement attendre d'un enfant puissent avoir lieu. Alors évidemment, dans cette jungle-là, il y a des mômes qui s'en sortent. Et d'ailleurs, c'est avec eux qu'on illustre le grand succès de ces méthodes, parce que dans une jungle ou sous des bombardements, il y en a toujours qui y réchappent. Mais ce n'est pas l'exception qui va nous confirmer la règle. Mais est-ce que ça signifie aussi que derrière cette vision idéologique, il y a une volonté d'abaisser le nombre de mots connus par ces enfants, c'est-à-dire de créer cette fameuse novlangue pour que, arrivés adultes, ces enfants ne se rebellent pas contre cette fameuse république? Ah ben c'est absolument le dessein. C'est absolument cette machination est en place pour ce dessin que vous venez de très bien décrire. C'est-à-dire que lorsqu'on n'apprend pas à lire correctement, ben on n'apprend pas à parler, on n'apprend pas à réfléchir, on n'apprend pas non plus à s'opposer à ce qui est injuste, parce que vous êtes diminué. C'est-à-dire que dans une société où l'écrit a l'importance qu'on lui connaît dans les sociétés actuelles, lorsque vous savez ni lire ni écrire, ou si peu, vous êtes totalement diminué, vous êtes un être infériorisé et par conséquent prêt à tout accepter. Ça fait partie d'un système que je dirais assez diabolique, puisque il faut bien comprendre que les auditeurs de Radio Courtoisie me comprennent. Il ne s'agit pas, contrairement à ce qu'on peut dire, d'un problème qui nous vient des enfants de l'immigration. La baisse du niveau scolaire à l'école ne vient pas des enfants issus de l'immigration. J'en veux pour preuve que j'ai moi-même eu ces jeunes dans mes classes, que je suis moi-même une enfant de l'immigration issue de la première génération, qu'on a vu dans les pays anciennement colonisés des enfants de cette culture-là apprendre parfaitement à lire et à écrire et devenir même de grands écrivains de langue française. Et on a vu pendant des années, et ma génération en est le témoin vivant, des enfants de ces origines-là devenir de grands lettrés. C'est ce qui a d'ailleurs fait de nous de grands résistants au moment des années 80 face au gouvernement socialiste, ce qu'on a appelé le fameux mouvement Beurre, qui a été ensuite évidemment détruit par des moyens qu'il faudra peut-être qu'un jour j'explique. Mais quand ils ont vu, comme aux États-Unis avec les Noirs américains, que l'instruction apportait des générations de résistants, il a bien fallu créer les conditions pour que ces générations de résistants ne voient pas le jour. Et on a caché, masqué les méthodes de l'éducation nationale par des accusations faciles qui était que c'était les enfants issus de l'immigration qui étaient les responsables de la baisse de niveau. Alors qu'en vérité, ce sont les méthodes constructivistes que Madame Wechten-Badour, notamment, a passé sa vie jusqu'à sa mort à dénoncer. Et puis deux, la volonté d'appauvrir les programmes, de faire disparaître. C'est-à-dire que il faut bien préciser, c'est-à-dire que le jeune Dupont et le jeune et la petite Durand, voilà, qui a, on va dire, ses aïeux français depuis X générations, et aussi a aussi son niveau d'instruction qu'elle a vu baisser aussi. Bien sûr, vous Voilà. avez des C'est classes. pas que Non, pas que le 93 quoi. Non, pas du je tout, puis dire. parce que vous avez, moi j'ai enseigné dans tous les milieux, donc là aussi, je peux en être le témoin vivant de nos jours, c'est que vous avez des classes où il n'y a pas d'enfants d'immigrés, où c'est le même désastre. J'ai particulièrement enseigné dans des classes privilégiées au Caire, par exemple, au lycée français du Caire, où on peut pas dire qu'il y a des enfants d'immigrés, puisque là on a les enfants des expatriés, qui sont dans des écoles huppées depuis l'enfance, auxquelles on a soumis les mêmes méthodes, et qui ont abouti au même résultat, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas lire, écrire convenablement. Qu'est-ce que j'appelle lire et écrire? C'est comprendre. C'est véritablement avoir une lecture fluide. C'est pouvoir, entre le texte et l'enfant, avoir une maîtrise telle qu'il est comme un poisson dans l'eau, à un niveau, par exemple, de la 6e, de la 5e, de la 4e. L'enfant doit pouvoir être dans un texte comme un poisson dans l'eau. Évidemment, un texte qui est, comment dirais-je, correspondant à son âge. Mais nous avons des enfants de terminale qui bégayent en lisant, qui ont un mal fou à déchiffrer. Alors, par exemple, on leur a fait la méthode suivante qui est absolument catastrophique. On leur demande
de deviner toujours les mots à partir de la première syllabe. Par exemple, on va leur mettre le mot pantalon en face des yeux, donc en CP, et on va leur donner la première syllabe, P-A-N, ça donne pan, et à partir des syllabes, il doit faire des premières syllabes, il doit faire des hypothèses sur le reste des syllabes du mot, constitutifs du mot. Bah, les mômes, ils font des hypothèses. En face du mot pantalon, ils vont vous dire panthère. Vous voyez? Donc, À quel âge? bah, dès le CP, c'est détruit. Les CP. Dès le CP, et ça s'aggrave, parce qu'en CE1, CE2, lorsqu'on a eu, comme avant, avec les écoles catholiques ou même les hussards de la République, lorsqu'on a appris véritablement à déchiffrer, à lire et à comprendre à son niveau, bien sûr, à des textes propres à l'âge, parce que en même temps qu'on leur apprend pas à lire et à écrire, on leur donne des textes délirants pour leur âge. C'est-à-dire des textes... C'est-à-dire, dites-nous, c'est quoi des textes délirants? Bah, les textes délirants, c'est par exemple en histoire, vous avez des textes d'historiens, en 6e. Donc vous ouvrez les livres de vos enfants d'histoire. Donc là, on n'en a pas ramené, mais que tout le monde fasse le travail à la maison. Vous prenez Oui. les livres d'histoire de vos enfants à partir de la 6e et vous verrez qu'il n'y a pas de cours, y compris dans le livre. Vous avez des gros titres, vous avez des grandes images et vous avez des textes d'historiens qui sont inaccessibles à l'intelligence d'un enfant de 6e ou à la maturité d'un enfant de 6e. Et l'enfant, il est censé trouver, à partir de ces textes de chercheurs, des connaissances par rapport à sa matière et par rapport à sa classe. C'est évidemment impossible. C'est ce que disait Madame Wechten-Badour. Elle disait, on met les enfants dans une situation comme celle de Champollion, qui, si petits, doivent découvrir le langage des hiéroglyphes. Voilà. Sauf que Champollion, lui, il avait 40 ans quand il s'y est lancé, ou que sais-je, et il avait toute une culture et toute une instruction et tout un bagage qui lui permettait de faire ses recherches. On demande à des enfants très petits, sans leur avoir transmis les fondamentaux, sans avoir vérifié qu'ils savaient lire et écrire, et compter, parce que la même problématique se pose pour le calcul mathématique. Les mots, Comment ça? bah, ils ne savent Dites-nous. pas compter. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas quelle est la valeur des nombres. Ils n'ont pas d'enseignement sur la relation. Comment ça, ils savent pas la valeur des nombres? C'est-à-dire que si je dis 5 pommes, par exemple, ils ne savent pas qu'il y a 5 pommes? Bah, C'est parce qu'ils représentent 5 pommes? Bah, oui, parce qu'ils ne les manipulent pas forcément quand ils sont petits. D'ailleurs, toi, vous venez de dire pomme, donc vous introduisez une unité qui est déjà une grande chose, parce que eux, on leur apprend simplement 5. Et ce n'est pas rattaché à l'unité, donc ça n'est pas visualisable. Ils ne se rendent pas compte ce que c'est. Normalement, quand on apprend au tout petit 5 pommes, eh ben, on doit voir les 5 pommes sur la table, parce qu'on doit pouvoir visualiser concrètement ce que représente le nombre en question. Et on ne fait pas la différence d'ailleurs entre le chiffre et le nombre, et on ne fait pas la relation du nombre 5 avec 2 ou 3 ou 4. C'est-à-dire qu'on ne dit pas que 5 c'est égal à 2 pommes plus 3 pommes. Donc tout est déstructuré, tout est explosé, tout est balancé dans le cerveau des enfants de manière déconstruite. D'ailleurs, ils se vantent de déconstruire. Nous voulons déconstruire les stéréotypes de genre. Ben, ils n'ont pas déconstruit seulement les stéréotypes de genre, ils ont déconstruit toutes les matières. Et depuis le plus petit âge. Et on demande à des enfants de maternelle de venir à l'école à l'âge de 3 ans. Ce n'est pas un hasard. Avant, on pouvait aller à l'école qu'à partir de l'âge de 6 ans. Et maintenant, on veut les garder aussi jusqu'à l'âge de 18 ans, sous prétexte de leur apporter un accompagnement professionnel. Et tout ça est totalement bidon. Et dans les quartiers populaires, on veut même encore raccourcir les vacances, en les faisant venir une semaine avant la rentrée. Tout ça, c'est pour maîtriser les gosses, c'est pour mettre la main dessus, retirer le plus possible les enfants de l'autorité parentale et de faire qu'ils deviennent les zombies de l'État. Mais alors, vous faites des cours de soutien à des enfants, je crois très tôt le matin. Expliquez-nous un peu ce que vous leur apprenez. Alors, moi, j'ai donc été révoqué, viré à 61 ans, j'en ai 65 aujourd'hui de l'éducation nationale, parce que j'étais une rebelle déjà en faisant l'école en faisant l'école à la maison à mes enfants, et puis ensuite parce que j'ai pris mon courage à deux mains, je n'ai pas supporté qu'on vienne dire à nos enfants dans ce pays qu'on pouvait changer de sexe, que être un homme n'était pas une donnée naturelle, mais que c'était une construction sociale, parce que c'est ça la théorie du genre. Tout à l'heure, vous me demandiez de l'expliquer et je ne l'ai pas fait. La théorie du genre est une idéologie dans le sens qu'elle n'a rien de scientifique et on prétend,
dans le cadre de cette idéologie, que nous sommes sexuellement interchangeables, ce qui est totalement faux. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'opération de changement de sexe est un gros baratin. Mais ça, tout ça, on Personne. va en parler. Vous inquiétez pas, il nous reste encore 1 heure, ça, on va Ah en bon. parler. Mais dites-nous plutôt, voilà, les cours que vous donnez à ces enfants à partir de 7 heures du matin. Expliquez-nous un peu le concept de vos Alors, cours. ce qui s'est passé, c'est que, comme je vous l'ai dit, je suis une maman non-sco, comme on disait, c'est-à-dire qui n'a pas fait, qui n'a pas envoyé ses enfants à l'école. Grâce à Dieu, la réussite est totale. Hein. C'est comme ça que je l'évalue aujourd'hui, et je ne suis pas la seule à l'évaluer. Avec les journées de retrait de l'école que nous avons initiées en 2014, on a ouvert les yeux à beaucoup de gens, et en particulier dans les quartiers populaires, qui n'avaient pas les moyens de savoir, un, que l'école n'était pas obligatoire, deux, ceux qui se ramettent à l'école. Donc j'ai été le porte-parole de ce mouvement qui a informé les parents. Bien évidemment, je l'ai payé, mais tant mieux. Deuxièmement, lorsque nous avons lancé ce mouvement des journées de retrait de l'école pour interdire cette idéologie mortifère qu'est la théorie du genre, les parents ont pris conscience du danger qu'encouraient leurs gosses à l'éducation nationale. Et beaucoup d'entre eux ont fini par faire l'école à la maison. C'est-à-dire que l'instruction en famille est devenue une perspective véritablement nationale pour des milliers de parents. Donc il y a eu un développement extraordinaire, une explosion d'écoles à la maison, en particulier dans les quartiers populaires qu'on n'attendait pas. Preuve que ces familles souhaitent que les enfants reçoivent une bonne instruction et soient bien élevés. Il y a eu un développement extraordinaire de cette instruction en famille. Et évidemment, le gouvernement a réagi au bout de quelques années, après une dizaine d'années, on va dire. Hein. Ils ont réfléchi sur la façon dont ils pouvaient procéder pour empêcher que des enfants soient sauvés par une instruction en famille. Ils ont, de fait, interdit l'école à la maison. Et cette école à la maison, aujourd'hui, est soumise à l'autorisation de l'État. Donc, en gros, plus personne ne peut la faire à part leurs amis. Hein, ou quelques affidés qui serviront de justificatif au caractère démocratique de cette autorisation. Donc aujourd'hui, j'ai du terrain, de plus en plus de familles qui me disent qu'ils ne peuvent plus faire l'école à la maison, en particulier les familles musulmanes, auxquelles je propose de partir, de quitter la France, parce que je pense que c'est impératif que de sauver le niveau intellectuel de ces enfants. C'est toute une vie qui en dépend, donc on ne peut pas jouer avec ça. Je le propose aussi à des familles françaises de souche. Hein. Je ne suis pas, moi, quelqu'un de communautariste au mauvais sens du terme. Donc je pense que lorsqu'il n'est plus possible, dans ce pays qu'est la République anti-française, lorsqu'il n'est plus possible de faire l'instruction en famille, il faut sauver les gosses et donc partir le cas échéant. Alors, Mais s'ils ne peuvent pas partir, donc vous faites des cours. Voilà. Lorsqu'on ne peut pas partir, parce qu'évidemment, on s'est retrouvé confronté à toutes ces familles qui ne peuvent pas partir, eh bien, je me suis dit, quelle solution il peut y avoir? Et j'ai pensé à ce qui se faisait dans le temps pour le catéchisme, ou même pour le catéchisme aussi bien chrétien que musulman. Les enfants, dans les colonies ou même dans la France d'avant, partaient au catéchisme avant l'école laïque, avant l'école publique. Donc, j'ai mis en place une école à la maison avant l'école. Et on n'y croyait pas trop. On a dit on essaye. Hein. C'était un peu comme les journées de retrait. Quand on les a lancées, quand je les ai initiées, je n'ai pas imaginé qu'il y aurait un tel succès, un tel retentissement. Eh bien, nous faisons, mon collaborateur et moi, Roman Rodriguez, 2 matières le matin, de 6h30 du matin à 7h30 avant que les enfants aillent à l'école. Pourquoi? Parce qu'il faut sauver des enfants aujourd'hui. C'est notre arche de Noé, si je puis dire. Si les parents, les résistants ne mettent pas des actions concrètes en place et se limitent uniquement à faire des discours, y compris des discours intéressants, nous n'en sortirons pas. Il faut poser des actes de résistance dans la société. Ces actes doivent être concrets. Nous avons donc, nous, à mon initiative, installer cette école à la maison avant l'école, EMAE, qu'on appelle exactement, comment on l'appelle, Roman, officiellement? Enseignement méthodique et action d'entraide. Et donc, tous les matins à 6h30, on a des enfants de 8 ans à 12 ans qui font du français avec moi le lundi et le mardi et le samedi. Alors, le samedi, c'est à 9h, hein, on les laisse dormir un peu. Et le jeudi et le vendredi font du calcul mathématique. Et si vous assistiez
à ces cours en direct sur Zoom qui sont très préparés selon justement les méthodes de l'enseignement catholique d'avant qui avait fait ses preuves et qui sont des méthodes qui avaient été reprises par les hussards. Donc je reprends tout cela pour avoir enseigné en classe, pour avoir instruit mes propres enfants. Je reprends tout ce qui, comme méthode traditionnelle, peut arriver au succès, à la réussite et à la reconstruction de la déconstruction. Voyez? C'est-à-dire que pendant 1 heure par jour le matin, à raison de 5 fois par semaine, le matin, les enfants viennent sur Zoom et ont affaire à Roman et moi, où nous leur délivrons un enseignement qui respecte le fonctionnement naturel du cerveau. Et ces enfants, quand ils viennent le matin, ils viennent aussi avec leurs parents, Oui, j'imagine. oui. Et ils ont envie d'apprendre. Ah bah ils sont là à 6h30, on s'y attendait même pas nous-mêmes autant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a 2 classes. L'an dernier, parce que nous en sommes à notre 2e année entre guillemets expérimentale, mais c'est même plus une expérience, maintenant c'est une certitude. C'est-à-dire qu'à raison de ces 5 malheureuses heures de cours que nous faisons le matin à dessein, parce que nous savons parfaitement que si nous délivrions nos cours en fin de journée, ce serait foutu. C'est-à-dire que les enfants sont épuisés par une journée qui n'a aucun sens, par une journée où règne l'indiscipline, où toutes les catégories sont explosées. Donc on les prend le matin au saut du lit, ils se lèvent à 6h, ce qui les conduit à se coucher à 8h, et nous avons les parents présents. Nous enseignons, contrairement à l'éducation nationale, nous enseignons en présence des parents. Nous avons besoin de la présence des parents pour que l'enfant n'aille pas zapper sur l'écran, sur une autre activité que que notre enseignement. Et les enfants sont là. Ils sont là à 6h30. Ils participent à ce qui n'a plus cours à l'école, à des cours de grammaire et d'orthographe et de conjugaison avec moi, avec aussi des cours de rédaction parfois. Et avec Roman Rodriguez, ils apprennent à compter, figurez-vous. Et à compter. À compter, oui, à compter, à faire des À opérations. quel âge ils ont? Jusqu'à quel âge? Alors, Jusqu'à 12 ans. De 8 ans à 12-13 ans. Parce que comme ils ont tout fait exploser, vous prenez le niveau d'un enfant de 12 ans, il est identique à celui d'un enfant de 6 ans la plupart du temps. C'est-à-dire que sur le plan physique, vous voyez des préadolescents, sur le plan intellectuel, lorsque vous restez près d'eux pour travailler avec eux, ils n'ont pas le niveau d'un CE1 d'il y a 50 ans. Donc il faut tout reprendre. Donc on leur C'est-à-dire qu'un enfant de 12 ans ou 13 ans n'a pas le niveau d'un enfant de CE1 de 1980. 40, oui. 45, 50. On n'a pas ce niveau-là. Ils le savent à l'éducation nationale. C'est pour ça qu'ils bidonnent les nôtres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne corrige même plus les fautes d'orthographe à l'école. Les enseignants ne sont pas tenus de le faire. Donc, si un élève rend une copie avec 75 fautes, il a quand même 15 ou 16. Ce n'est pas un problème pour eux. D'ailleurs, les enseignants sont devenus tellement formatés. On leur a, comment dirais-je, noyés sous un flot de suggestions psychiques tellement fortes qu'ils sont convaincus eux-mêmes de bien faire. Donc quelqu'un comme moi paraît comme quelqu'un d'excessif, si ce n'est même pas plus grave que cela. Moi, je suis convaincu qu'il existe des complots. Alors, on en dira ce qu'on voudra, moi, ça m'est égal. Je ne cherche pas à plaire, je cherche à produire des résultats. Ce qui m'importe, moi, c'est de sauver des enfants à la petite échelle où je me trouve, puisque Roman et moi, évidemment, ne sommes pas soutenus, évidemment. Nous n'avons pas de moyens. Nous avons avec nous ces enfants qu'on veut sauver et qu'on a maintenant depuis 1 an et demi sous notre gouvernement, si je puis dire, avec leurs parents, et ça se passe très très bien. Il faudrait pouvoir écouter les parents témoigner, vous verriez les résultats auxquels on est abouti. Oui. Justement, parlons des résultats des cours que vous donnez. En 2 ans, quels ont été ces résultats? En 1 an et demi, quels ont été ces résultats? Formidable. Alors évidemment, il n'y a pas de miracle, mais on a structuré des enfants parce que notre enseignement est très structuré. Il est très rigoureux, il est très répétitif et on lutte aussi contre la déconstruction qui a lieu à l'école. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la situation des enseignants catholiques de l'ancienne France ou des hussards de la République qui sont arrivés sur des terrains vierges et qui ont donc pu délivrer tranquillement, sur une vitesse de croisière honorable, des enseignements qui sont passés dans l'esprit des enfants. Nous, on est face à des enfants qui sont démolis. Donc, on travaille sur ces déconstructions dont ils sont les victimes pour essayer de tout remettre. Et ce qui est important, et nous voyons les résultats, c'est la rigueur et la structuration. Je fais des cours de grammaire qui expliquent ce qu'est un nom.
Et on fait de l'analyse du nom, par exemple. On fait de la conjugaison. Et tout ça, les enfants aiment beaucoup parce que ce sont des cours qui sont à leur portée, mais qui, en même temps, les amènent à se dépasser. Ce qui n'existe plus à l'éducation nationale. Et donc, du coup, ils ont fait des progrès, Ah oui, j'imagine, faramineux. Et faramineux, il faut pas exagérer, je ne suis pas une idéologue démagogue, je dis qu'ils font des progrès, que nous allons les garder plusieurs années, comme ça se faisait d'ailleurs à l'école dans l'ancien vous avez temps. combien d'enfants à peu près? Combien d'enfants viennent à vos cours? Alors nous avons environ une quarantaine, une cinquantaine d'inscrits, j'ai l'impression. Nous avons de 6h30 du matin à 7h30 avant qu'ils aillent à l'école une trentaine d'élèves environ. Et de 8h à 9h, nous prenons ceux qui restent encore à l'école à la maison. Parce qu'il reste cette année des enfants qui font l'école à la maison. Et comme notre classe du matin a explosé, on peut le dire, on a été débordé par le nombre d'inscrits. On a fait un dédoublement de la classe de 6h30 à 7h30. Et on reprend de 8h à 9h avec les enfants qui sont Alors, encore en instruction en famille. bon, j'aurai quelques commentaires du coup d'auditeurs que je vais citer et n'hésitez pas à faire des commentaires, à écrire des mails là pour des questions. Voilà, je vais essayer de les lire à peu près toutes, hein. Voilà, donc félicitations à l'intervenante. Elle devrait être ministre de l'instruction publique. Votons, bah, je les prends comme ça au hasard, hein. Votons Farida Belgoul. Vraiment, c'est Je gentil, me merci madame. présenterai pas aux élections de la République, hein. Ah, je ne suis pas d'accord avec Madame Belgoul. Le niveau a été baissé afin que les immigrés puissent aussi avoir des diplômes, car les socialistes et Sarkozy ont constaté qu'il n'y avait pas assez d'immigrés africains diplômés et qu'ils n'arrivaient pas à suivre. D'où la conséquence qui était prévisible. Bah, est-ce que, voilà, ce monsieur nous dit, ou cette dame, je ne sais pas, nous dit, voilà, on a baissé aussi le niveau à cause peut-être des enfants de l'immigration. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, de cette affirmation? Alors, quand la loi d'orientation de Lionel Jospin en 1989 a été ratifiée, les enfants de l'immigration, c'était nous, c'était moi, c'était des gens comme moi. On était tous lettrés. On était tous lettrés. On était des enfants nés en France de parents immigrés analphabètes. Et on était tous lettrés. J'en veux pour preuve ce qu'on a appelé le mouvement Beurre, qui a produit des livres, des pièces de théâtre, des films, des associations capables de Bah gérer... tiens, mais racontez-nous un peu ce mouvement Beurre, parce que je C'est un pense que mouvement, c'était un à Radio mouvement... Courtoisie, beaucoup ne connaissent, peut-être soit ont oublié, soit ne connaissent pas, mais racontez-nous, tiens. Bah, tout simplement, on s'est retrouvés dans les années 80 à être des jeunes gens, intéressés pour se faire connaître dans le pays dans lequel nous vivions, parce que nous avions éminemment conscience que nous étions des ovnis. Et donc, pour des raisons qui tenaient aussi aux problèmes sociaux que nous pouvions rencontrer, nous avons, les uns et les autres, créé des associations, des troupes de théâtre, écrit des livres, produit des films, fait des groupes de musique qui parlaient du quotidien, de notre quotidien, et tout cela sur l'ensemble du territoire, ce qui prouve bien que nous avions affaire à une génération qui était lettrée. Parce que ce Ben, genre d'activité ne pouvait pas avoir lieu avec des enfants qui ne seraient pas lettrés. Parallèlement, vous savez, chère Farida, que je vous ai vu même dans une archive de l'INA des années 80 et je vous ai reconnu. D'ailleurs, voilà. j'ai oublié. Faudrait que je vous la renvoie, tiens. D'accord. Et donc, Allez-y, continuez. après, il y avait un certain nombre d'espaces plus désavantagés que d'autres au niveau de notre génération. Et dans ces espaces-là, il y avait d'énormes problèmes avec la police. Donc, il y a eu des rodéos aussi qui ont commencé. Et c'est à ce moment-là que certains ont voulu faire cette fameuse marche pour se montrer, qui a été récupérée totalement par les socialistes. Mais ce que je veux dire à ce monsieur ou à cette dame, c'est que si on regarde les dates et les périodes, et c'est vrai aussi pour les Noirs américains, les Noirs américains, tant qu'il n'avait pas été mis en place des mesures constructivistes, destructrices de l'instruction, on a eu des générations d'écrivains, de chanteurs, de musiciens exceptionnels. Donc il faut quand même, non pas forcément contextualiser, mais périodiser les choses. C'est-à-dire que vous aviez, par exemple, les soldats, les poilus, qui ont su en 3, 4, 5, 6 mois d'école, puisqu'ils étaient beaucoup pris dans les travaux des champs, à
ils ont pu maîtriser la langue et écrire les lettres magnifiques quand ils étaient au front pour les envoyer à l'arrière, à leurs femmes, leurs familles, etc. Eh ben, il s'est passé la même chose, exactement la même chose pour les enfants d'immigrés. Nous avons été, nous, les premiers à recevoir cet enseignement, et cet enseignement nous a éminemment profité. Et c'est parce qu'il nous a profité, c'est parce qu'il y a eu le mouvement Beurre dans les années 80, qu'en 89, les socialistes ont dit « oh là, oh là ». Pourquoi? Parce qu'avec notre instruction, nous les avons remis en cause. On veut toujours nous associer à la gauche. Moi, je ne suis pas de gauche. On va en parler, mais d'abord, on envoie le Bobino. Chers amis, récemment, un puissant homme d'affaires est venu me proposer de soutenir notre radio. Selon l'adage « Aide-toi et le ciel t'aidera », il s'engage à doubler chaque don fait à Radio Courtoisie d'ici le 31 décembre. Il se trouve que nous avons besoin de 200 000 € pour finir l'année à l'équilibre, mais aussi de 110 000 € pour lancer nos chantiers de l'année 2024, c'est-à-dire la refonte de notre site internet et la généralisation de la vidéo pour l'ensemble de nos émissions. Vous l'aurez compris, plus que jamais, je vous demande de participer à notre marathon du don afin de finir l'année sereinement et surtout de développer Radio Courtoisie pour toujours mieux défendre nos valeurs. Par avance, merci. Vous aussi, participez au marathon du don de Radio Courtoisie. Faites un don en ligne sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Votre don est déductible de 66% dans la mesure de 20% de votre revenu imposable et 60% si vous agissez au nom d'une entreprise. Un don de 100 € ne vous revient qu'à 34 €. Par avance, merci. Soutenez Radio Courtoisie, nous sommes là aussi pour vous informer, avoir des invités que vous ne verrez nulle part ailleurs, parce qu'ils ont des choses à dire sur des informations que vous n'avez pas dans les autres médias. Donc n'hésitez pas à soutenir Radio Courtoisie, et puis soutenez aussi Radio Courtoisie pour qu'on ait bientôt la vidéo et que vous me voyez en chair et en os. Donc voilà, nous continuons donc cette discussion avec Farida Belgoul. Donc voilà, on va revenir 3-4 minutes sur cette marche des beurs, parce que moi ça me paraît excessivement intéressant, parce qu'il faut aussi contextualiser, il faut aussi donner cette information sur cette marche des beurs qui a été pour moi un peu travestie, ne serait-ce que par les médias, mais aussi par le cinéma. Dernièrement, il y a eu un film, je crois, avec Monsieur Jamel Debbouze, qui n'a pas vraiment dit la réalité de ce qu'était cette marche. Non, bien sûr que non. Alors, la marche a été instrumentalisée, à mon avis, dès le départ. C'est un prêtre catholique moderniste des Minguettes qui s'appelait Christian Delorme et un pasteur, paix à son âme finalement, puisque aujourd'hui il n'est plus là, qui ont pris en main avec les socialistes des jeunes des Minguettes pour les faire marcher effectivement dans toute la France et produire le fameux discours antiraciste que le Parti socialiste allait utiliser pour diviser la France dans la politique que nous connaissons. Mais ce que je veux dire, c'est que cette manipulation, cette machination, elle a quand même rencontré une résistance. Et là encore, j'en suis l'initiatrice et l'actrice, puisque l'année suivante, j'ai lancé une contre-marche qui s'appelait Convergence 1984. À l'époque, je croyais à cette notion d'égalité, donc ça s'appelait Pour l'égalité, Convergence 1984, qui a été un moment extrêmement important dont tout le monde, dont personne ne parle, C'est-à-dire que les commémorations de la marche des beurs ont lieu régulièrement maintenant tous les 10 ans et jamais personne ne parle de cette traversée de la France en mobilette par toutes les composantes de la société française jeune. Il y avait des Français, il y avait des Asiatiques, il y avait des Portugais, des Européens, il y avait des Maghrébins. Tout ça a convergé vers Paris, à la République, 1 an après la marche. Et c'est moi qui ai fait le discours de convergence qui s'appelait « Lettre ouverte aux gens ». Convaincu, je m'adressais à la gauche pour dire avec vous c'est terminé les gars, on a compris qui vous étiez. Et c'est parce que il y a eu de notre part un discours et une stratégie de rupture avec la gauche française que nous nous sommes retrouvés ensuite d'autant plus pilonnés par les programmes de l'éducation nationale pour faire de nous des imbéciles, parce qu'il n'était pas tenable pour les tenants du Parti socialiste et du PC et de toute la gauche en général, y compris des mélenchonistes de l'époque, eh bien, de nous laisser nous instruire pour finalement devenir des opposants au système. Malheureusement, chère Farida, attends Mike, je voudrais dire quelque chose. allez-y. Malheureusement, je le dis à ceux qui nous écoutent, parce que je sais que sur Radio Courtoisie, on est un peu plus de droite. Malheureusement,
la droite a perdu une occasion de bien faire à ce moment-là, parce que à cantonner l'immigration, et en particulier les jeunes immigrés, dans le secteur de la gauche, en les accusant d'être de gauche, en voulant qu'ils assument cette identité de gauche, eh bien, ils les ont perdus. Ils les ont d'une certaine façon livrés. Si aujourd'hui, on a des gens qui, dans l'immigration, croient plus à la gauche, bah, c'est la faute de toute la vie politique qui les a renvoyés là-dedans, plutôt que de les en extirper, en essayant premièrement de les comprendre et deuxièmement de les mettre devant ce que nous faisons nous tous les jours, la nécessité de s'instruire et d'être des gens responsables dans la société dans laquelle ils vivent. Bah, vous avez tout à fait raison, chère Farida. De plus, vous avez eu énormément de courage parce que vous auriez pu faire comme un Harlem Désir Ah oui. ou d'autres et devenir des pontes ou des ministres de Hollande, de Mitterrand ou que sais-je, ou députés ou je sais quoi. Et pourtant, vous avez préféré vos convictions au poste républicain, aux dorures de la République, et ça quand même c'est à saluer. Alors j'ai quelques questions, chère Farida. Souhaitez-vous, ah oui, bonjour Farida, souhaitez-vous former d'autres parents afin qu'ils deviennent enseignants à vos côtés? Avez-vous besoin de dons pour être soutenu financièrement pour accroître cette activité? Je suis intéressé pour un soutien. Tiens, bah justement, bah C'est bien. comment vous contacter Alors, pour un soutien? Jean-Marc, Voilà. tu me mets le truc. Alors, évidemment, nous avons essayé cet été de former d'autres parents pour pouvoir ouvrir d'autres classes, en particulier de 6h30 à 7h30, puisque, évidemment, Roman et moi, on ne peut pas se couper en plusieurs morceaux. C'est la raison pour laquelle on n'a fait qu'une seconde classe qui concerne l'IEF. Donc, cette année, on a 2 classes et nous travaillons avec très, très peu de moyens. Ce que je veux vous dire, pour permettre aux plus démunis de venir vers nous pour qu'ils puissent s'instruire. Nous faisons payer cette école 50 €, 55 € par mois pour toute la famille. C'est-à-dire que ce soit pour un enfant, 2 enfants, 3 enfants, c'est 50 € par mois. Ce qui permet aux familles les plus embêtées sur le plan financier de proposer quand même à leurs enfants cette remédiation. Évidemment, nous souhaiterions former d'autres parents, mais c'est vrai que là, nous nous heurtons aux moyens financiers que nous n'avons pas et que nous n'avons pas encore cherché, sans doute, parce que nous travaillons beaucoup pour nos élèves. Il faut savoir que tous les cours, nous les construisons nous-mêmes, ce qui nous prend beaucoup de temps, et que ces cours sont construits en fonction du niveau et des difficultés des enfants que nous recevons chaque matin. Alors dites-nous, parce que, en fait, je voudrais aussi parler de la théorie du genre et il nous Oui, reste alors, 35 minutes. si et les j'ai gens beaucoup de veulent nous questions. aider, Donc voilà, comment font pour vous aider? Allez-y. Je mets mes lunettes pour cette question très importante. Allez-y. Info, INFO, arrobase, Oui, instruction au singulier, tiré du 6, public, alors évidemment IQ, c'est au féminin, .com. oui. Info au D'accord. singulier, arrobase, instruction-du-6 public.com. Voilà. Et puis vous avez aussi votre YouTube Farida Belgoul. Bon, on tapait sur Google Farida Belgoul. Et vous allez me trouver voilà. sur ma chaîne YouTube où il y a environ 400, Voilà. 400, si ce n'est plus, vidéos que je fais depuis une dizaine Alors, d'années. j'ai d'autres commentaires. Bonjour, chère Farida, de retour à Radio Courtoisie. Ces idéologues de la pensée unique et de la déconstruction n'hésitent pas à purger leur rang de moutons noirs, osant se démarquer du troupeau par tous les moyens. Blâme, avancement, figé, affectation à haut risque, psychiatrisation, voire révocation arbitraire. Comme pour Farida, je souscris sans réserve à tout ce qu'elle affirme en ce moment à l'antenne, en ma qualité d'ancien du Sérail ayant occupé tous les postes susceptibles d'être octroyés à un ancien instituteur normalien dès 1972, classe unique en milieu rural, puis tous les niveaux, y compris les plus spécialisés jusqu'au 3e de SECPA au collège, que nous gardions pour certains jusqu'à 18 ans, afin qu'ils ne traînassent pas dans les quartiers. Tout ce que j'entends depuis 40 minutes est totalement vrai et s'avère le triste constat du naufrage de l'ancienne instruction publique Titanic qui prend l'eau progressivement et inexorablement, hélas. Dernière observation, toutes nos élites dirigeantes scolarisent leurs enfants comme par hasard dans l'enseignement hors contrat. Cherchez l'erreur. Ça, c'est vrai pour le coup. Voilà. C'est tout à fait vrai. Je remercie ce monsieur ou cette dame, je ne sais pas,
qui vient confirmer par son expérience, Un monsieur. voilà, c'est un monsieur, bonjour monsieur, qui vient confirmer par son expérience et sa propre activité passée, eh bien, ce que nous disons et le point où nous en sommes. Mais je crois que si nous parvenions... Alors, dans l'état actuel de notre école, on a des enfants en direct qui interagissent avec nous. Il faudrait peut-être qu'un jour, sur notre chaîne, Romane, nous puissions, il est à côté de moi, montrer des extraits de cours pour que les gens se rendent compte de la façon dont on procède. On n'a pas fait... J'ai des questions. Oui. J'ai une question sur cette école Montessori. Est-ce que ça, par exemple, c'est une solution aussi Non, pour les non. enfants? J'ai fait une vidéo et j'appelle ceux qui m'écoutent à aller l'écouter sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Les mensonges de la méthode Montessori. Alors, Montessori, c'est une fausse alternative. C'est quelque chose qui est apparu au milieu du foisonnement des écoles alternatives fut un temps, et à chaque fois, il est question de considérer que l'enfant est une personne, par conséquent, à égalité avec l'adulte. Et c'est ce qui tue. D'abord, c'est une idéologie pédophile. Un enfant n'est pas une personne. Un enfant n'est pas à égalité avec un adulte. Un enfant est ce qu'on appelle en latin un infans. C'est celui qui ne parle pas, celui qui n'est pas responsable, celui qui a besoin d'un tuteur bienveillant pour l'amener à l'état d'adulte. Et dans Montessori, vous avez le bluff de l'autonomie de l'enfant qu'on doit construire le plus tôt possible pour le séparer justement, encore une fois, de tout ce qui constitue sa communauté d'éveil et donc a fortiori sa famille. On tient absolument à faire croire, et aux musulmans comme aux catholiques, et c'est une calamité, quitter les écoles Montessori, parce que là encore il s'agit de constructivisme, il s'agit encore de mettre l'enfant tout seul à trouver lui-même tout ce dont il a besoin pour grandir. Or, l'enfant a besoin d'un adulte qui le guide, d'un père, d'une mère, d'un maître, et plus tard aussi, il comprendra par conséquent D'accord. la valeur du chef. Alors, j'ai d'autres commentaires. Merci et bravo, Farida. J'ai ma nièce qui suit vos cours et elle a fait énormément de progrès. Elle a que de très bonnes notes. Je suis entièrement d'accord avec vous. Merci. Merci à Farida et Roman pour ces cours. Ma fille a énormément progressé et c'est par exemple ce qu'est un multiplicande en mathématiques. C'est ça. Bah, très bien, bravo. Ah oui, bonjour à toute l'équipe. Bah tiens, une question à votre invité. Quand elle était sur les bancs de l'école, combien avait-il d'immigrants dans sa classe? Certainement beaucoup moins qu'aujourd'hui, où l'on compte de rares Français d'origine encore présents dans certains quartiers. C'est pour cela que le niveau se maintenait encore du temps de sa jeunesse. J'ai personnellement le souvenir de ma classe dans les années de CE1, dans les années 70, où il y avait un maghrébin. L'assimilation était encore possible. Aujourd'hui, ce sont les 3/4. Bon, donc ça veut dire que monsieur parle d'assimilation. Aujourd'hui, bon, qu'est-ce que vous en pensez, tiens, de ce concept Je pense que les gens ne vont pas comme enseignants à l'école. Il faudrait qu'on puisse ouvrir l'école aux familles et aux observateurs. C'est ce que j'ai demandé à propos de l'éducation sexuelle. Évidemment, je n'ai pas obtenu gain de cause. Vous ne savez pas ce qui se passe exactement à l'école. Moi, je le sais parce que j'y ai été pendant 25 ans. Et j'y ai été dans les quartiers les plus difficiles. C'est-à-dire tous ceux qui, dans la banlieue parisienne, avaient une réputation abominable. Les enfants étaient difficiles. Mais je peux vous dire que lorsqu'ils avaient affaire à quelqu'un qui, à leurs yeux, était crédible, on parvenait à travailler dans le silence. Et j'en ai des films. Raison. J'en ai des films. Moi, j'ai fait un spectacle avec mes élèves en banlieue à Besançon, où j'avais tous les élèves de toutes les classes qui y participaient, même des élèves qui n'étaient pas mes élèves dans mon emploi du temps, ont participé à l'organisation de ce spectacle, où il était question quand même de réciter le code d'honneur des samouraïs. Et nous avons fait une représentation en fin d'année, avec tous les élèves d'un lycée professionnel voué, soi-disant, à la perdition, où mes élèves ont récité devant un public qui était donc choisi au sein de la commune et de l'école, ont récité le code d'honneur des samouraïs. Donc là, moi, j'ai une expérience qui me prouve, et c'est la raison pour laquelle j'ai proposé cette école du matin, que les enfants, quand ils sont pris en main dans la dignité, la rigueur et la volonté de transmettre, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas une question d'origine. Tous ceux qui sont à l'école veulent normalement apprendre. Le problème, c'est que le système dégoûte, au vrai sens du terme, de l'instruction, mais ne dégoûte pas seulement les enfants d'immigrés. Les enfants français de souche sont eux-mêmes arrivés à un état déplorable sur le plan du niveau.
Oui, Chère Farida, Oui. justement, les enfants que vous avez à 6h30 tous les matins, ce sont des profils issus de l'immigration. ah oui, à part 2 ou 3 familles, ils sont tous issus de l'immigration. Ça veut Avec dire des que voilà, ces enfants ont envie de se lever à 6h pour avoir des cours à 6h30 du matin. Exactement, ils le sont avec leurs parents. C'est-à-dire qu'on a affaire, c'est encore une démonstration que dans les quartiers populaires, lorsque des choses sont proposées qui sont honorables et efficaces, les gens viennent pour améliorer leur situation et par conséquent la situation de leur quartier. Bon, Mais vous savez, bah, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple, oui, chère Farida. Il se trouve que, bon, à Radio Courtoisie, nous sommes boulevard Murat, et mes parents habitent quasiment en face de Radio Courtoisie. Et donc, moi, j'ai été au lycée La Fontaine à la Porte d'Auteuil. Bon, donc c'est un lycée du 16e arrondissement. J'ai fait japonais, tout ça. Bon, bref, j'avais des profs qui aujourd'hui sont à la retraite et même morts. On avait une certaine instruction qui encore valait le coup. Je suis retourné voir un peu comme ça le lycée La Fontaine, je crois il y a un an et demi. Eh ben, j'ai vu des professeurs de 25 ans avec jean troué, oui, tatouage, c'est ça, c'est ça. piercing, etc. C'est ce que Et j'allais dire. là, je parle pas de lycée ZEP, hein. Je parle de lycée La Fontaine, qui est un des lycées les plus prisés de Paris, parce qu'il se trouve qu'il y a les langues orientales, le vietnamien, japonais, moi j'ai fait japonais, il y a chinois, etc. Et c'est un des lycées les plus demandés de Paris. Et même le prof de japonais, qui était un français, alors que moi j'ai appris le japonais avec des japonais, eh bien, c'était un prof à piercing et à tatouage. Donc, même dans le 16e arrondissement, on sent quand même un abaissement. Bien sûr. Ce n'est pas que les ZEP. Non, Ça, il il faut n'y le a pas dire. que les ZEP. Et dans les ZEP, on est particulièrement sensible à la dignité de la personne. Lorsque vous avez des enseignants, formatés ou pas, convaincus parfois de ce qu'il faille parler de la fellation en classe, on ne peut pas obtenir de ces enfants qui entendent ce genre d'insanité du respect et on ne peut pas les mobiliser pour leur apprendre convenablement le lire, Justement, l'écrire et le parlons de compter. ça. Justement, parlons de ça. Là, vous avez utilisé un terme très fort, Bah oui, mais c'est ce qui c'est-à-dire signifie. on apprend dans les salles de classe de 2023 la fellation. Oui. C'est ça que vous voulez dire? Oui, oui, on l'a vu. Je vais comment dirais-je, cacher derrière une déclaration de SOS Éducation. Donc, on peut pas dire, parce que SOS Éducation sont des républicains, ce que moi, je ne suis pas, évidemment. Mais nous avons, de la part d'SOS Éducation, des témoignages qui montrent à quel point les cours d'éducation sexuelle, qui n'auraient normalement jamais dû voir le jour dans une école digne de ce nom, eh bien, des cours d'éducation sexuelle qui, de surcroît, sont pornographiques. Et il y a eu des courriers, des témoignages de parents que SOS Éducation a pris en compte et a rendu public. Donc, je ne suis pas la seule à dire qu'on parle de fellation à l'école. Par conséquent, comment voulez-vous être un enseignant ou une école respectée et respectable devant des enfants qui ne peuvent pas supporter, parce que encore rattachés à leur pudeur, encore rattachés à leur première nature, comment voulez-vous que ces enfants grandissent en sécurité sur le plan mental et désireux d'apprendre avec des gens qui leur parlent, excusez-moi Mais qu'est-ce que c'est que ces nouveaux cours? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que c'est des cours qui sont notés? Qu'est-ce que c'est exactement le fait d'imposer l'éducation sexuelle dans les classes? Ah bah ça nous vient du passage en force du mariage homosexuel, en fait. C'est Oui, parce que toi. vous étiez contre comme, Bah oui, comme on peut pas, beaucoup ici parmi nous. on peut pas construire des familles avec des personnes de même sexe qui ne peuvent pas naturellement faire des enfants et qui, par Bien conséquent, sûr, évidemment. vont se livrer pour avoir des enfants à des pratiques plus ou moins Donc, contestables. c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que là, on a imposé depuis des cours sur les relations sexuelles, sur le genre, c'est-à-dire de dire aux enfants, non mais vous ne vous sentez pas, enfin, il faut se sentir garçon ou fille, vous n'êtes pas biologiquement garçon ou fille. C'est-à-dire que voilà, on impose ça dorénavant à l'éducation nationale. Tout à fait. Tout à fait. Vérifiable. Et le problème, c'est que les enfants qui ont honte, parce que leur pudeur fait que, eh ben, n'en rapportent pas forcément l'existence à leurs parents. Tout à fait. Ce qui s'est passé, c'est que Martine Aubry, socialiste encore une fois, mais qui est suivie par beaucoup d'élus de la droite, aujourd'hui, peut-on faire une différence entre les deux? Je n'en sais rien. Mais Martine Aubry nous a imposé une loi
je crois qu'elle date de 2011, qui imposait à l'école l'existence de la mise en place de 3 cours d'éducation sexuelle obligatoires. Hein, alors, dans le texte dit dans les écoles, les collèges et les lycées. Donc, on peut même penser qu'à l'école maternelle, ça doit être le cas. Et on a eu des exemples. Donc, ces 3 cours d'éducation sexuelle ont été d'abord sous la forme d'un texte qui a été plus ou moins discrètement mis en place. Et puis, petit à petit, eh bien, ce texte est devenu réalité, en particulier lorsque, c'est 2001, me dit Roman, et pas 2011, la loi Martine-Aubry date de 2001, pour vous dire qu'ils ont préparé le coup depuis super longtemps, hein. C'est pour ça que, personnellement, je parle de machination, n'est-ce pas? 2001, la loi de Martine-Aubry, merci Roman, pour rendre obligatoire des cours d'éducation sexuelle à l'école. Bien. Qu'est-ce qu'on y apprend dans ces cours d'éducation sexuelle? Les différentes orientations sexuelles, par exemple. Pourquoi? Parce que le mariage homosexuel a évidemment ouvert la porte à la lutte contre l'homophobie. Donc, pour parler d'homophobie et de lutte contre l'homophobie à l'école, on parle d'homosexualité. Il y a eu des dessins animés qui ont été présentés dans les écoles à des enfants de 8-9 ans, des histoires de petits poissons homosexuels qui se montaient l'un sur l'autre et dont les réalisateurs se présentaient devant les gosses pour rendre acceptable aux yeux des enfants qui étaient choqués cette orientation sexuelle. Et tout à l'avenant, c'est-à-dire que lorsqu'on ouvre la porte à la sexualité, tout simplement, moi je suis même pas favorable évidemment, c'est pour ça que j'ai été révoqué, qu'on parle de sexualité, quelle que soit l'orientation à l'école. Il ne s'agit même pas de faire une propagande anti-homosexuelle de ma part. Je dis tout simplement que l'homosexualité n'a pas sa place la sexualité n'a pas sa place à l'école. Ça, c'est une chose qui me paraît très importante. Mais pourquoi on a ouvert l'école au sexe? Parce qu'on veut transformer la société. On veut faire que nous passions d'un paradigme à un autre et on veut continuer à détruire la famille de type naturel. C'est-à-dire que la famille naturelle, c'est un homme, une femme et des enfants dans une situation plus ou moins élargie avec des grands-parents, des oncles et des tantes. Et on ne veut plus de cela parce que cette famille naturelle est un socle naturel de résistance. Et on ne veut plus de résistance. On veut une situation où les gens n'appartiennent plus à aucune structure collective, ni familiale, ni communautaire, ni Dites-moi, dans les faits, comment ça se traduit dans les faits? Voilà, vraiment, là, il faut que les gens aient l'image, voilà, pour qu'ils comprennent. Là, on a fait, ok, très bien, on a fait des constats idéologiques, très bien. dans les faits. Mais voilà, dans les faits, il faut que les gens aient l'image de ce que c'est exactement. Dans les faits, on fait intervenir des consultants du lobby LGBT extérieur à l'école et qui viennent, déguisés ou pas, parler aux enfants. Déguisés, c'est-à-dire que déguisés en quoi? Des fois, ça peut être, comme on l'a vu dans certaines bibliothèques municipales, des drag queens qui viennent parler à des mômes de 3 ans. De 3-4 ans, c'est inadmissible pour leur faire douter d'une identité sexuelle de ces acteurs qui viennent, des hommes déguisés en femmes, viennent prétendre aux enfants de 3-4 ans qu'ils ne sont pas des hommes mais des femmes, et ça on le voit tous les jours. Je pense que si vous alliez sur ma chaîne, vous auriez de multiples exemples concrets. Farida Belgoul, voilà. Donc sur ma chaîne YouTube, Farida Belgoul qui porte mon nom, et vous recherchez cette vidéo qui s'appelle « Le sexe s'impose à l'école ». Le sexe s'impose à l'école, vous y verrez une multitude d'exemples concrets. Non seulement vous avez... Et puis il y a aussi une très bonne émission qui a été faite par un catholique de Réinformation TV, dont je me rappelle malheureusement pas le titre, mais sur Réinformation TV, vous avez toute une émission qui montre concrètement comment des enfants des écoles catholiques sous contrat, c'est-à-dire otages de la République, eh bien, sont soumis à des textes pornographiques, des romans pornographiques dont ils font l'étude en classe, où on décrit par exemple le viol d'une fille ou d'un garçon, et où les enfants sont confrontés à ce type de texte et où ils doivent faire une prétendue analyse littéraire du viol. Vous voyez ? Donc tout cela, il suffit de rechercher, c'est très simple sur le net, tout ce qui concerne l'éducation sexuelle et l'école, vous trouverez de multiples exemples concrets de ce qui s'y déroule. Je vous parlais tout à l'heure de ce dessin animé des petits poissons, mais vous avez aussi, et depuis très longtemps, hein, puisque comme je vous l'ai dit, la loi de Audry, elle est ancienne, vous avez des exercices où on demande, écoutez bien, hein, des enfants de poser des préservatifs dans des classes mixtes au collège sur des bananes ou des godemichets.
Alors, il y en a qui tombent à la Attendez, renverse. attendez. Là, Ça, vous je dites, n'ai eu du terrain et où on le sait particulièrement dans des euh, collèges, on demande à des mômes de mettre des préservatifs sur des sur des godemichés ou des bananes. bananes, oui. Moi, j'ai eu une enfant qui aujourd'hui est une grande jeune fille qui m'a expliqué lorsqu'elle m'a entendu parler sur le net qu'effectivement ce que je disais était vrai, puisque elle, quand elle avait, je sais pas, 11-12 ans, en classe, on leur faisait poser des préservatifs sur des bananes. Vous vous Mais rendez compte? les professeurs, ça les choque pas? Qu'est-ce Ah qu'ils bah disent? écoutez, de deux choses l'une, soit ils sont ensorcelés, ces gens-là, soit ils sont complètement tarés. Moi, je sais pas comment on peut expliquer le genre on peut pas. C'est aberrant. Surtout lorsqu'on est un parent enseignant. C'est-à-dire que nous tous, à l'éducation nationale, beaucoup d'enseignants ont des enfants. Je sais pas. C'est sûr. Alors, s'ils font subir à leurs propres enfants ce qu'ils font subir aux élèves, ce qui n'est pas certain, on comprend la débandade. Donc, moi, je dis que lorsqu'on est issu de familles qui restent quand même traditionnelles sur le plan du respect des parents et sur la pudeur qui existe dans ces familles traditionnelles, ben, on est en train de rendre ces enfants issus, par exemple, de l'immigration, mais pas seulement, ça peut être aussi des enfants issus de familles catholiques, on est en train de les rendre complètement Alors, dissociés. On est en j'ai train de les plusieurs questions. dissocier. J'ai Oui, plusieurs questions d'auditeurs, chère Farida. oui. Aujourd'hui, énormément de questions, vous voyez, hein, tout ce que j'ai. Que pense l'invité de l'école Steiner? C'est pareil, c'est Merci. une secte. Steiner, Ah, Freinet, Montessori, tout ce qui est alternatif et qui est d'ailleurs défendu en sous-main par l'éducation nationale, sont des perspectives sectaires pour couper l'enfant par l'idéologie de l'autonomie, le couper de ses parents. C'est-à-dire qu'on veut faire croire à un enfant de 6 ans que c'est un adulte. C'est une idéologie pédophile. Et on ferait mieux même de dire pédocriminel. Un enfant est un enfant au moins jusqu'à l'âge de 14 ans, si ce n'est plus, parce qu'aujourd'hui, les préadolescents de 14 ans sont mentalement très immatures. Donc moi, je dirais jusqu'à au moins 18-20 ans, il faut que les enfants apprennent à respecter leurs parents, à leur obéir et à comprendre mais, le point de vue des parents quand évidemment le point de vue des parents est censé. Parce qu'on a de plus en plus de parents complètement ça dégénérés c'est aujourd'hui. vrai. Mais qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'alternative hors l'école à la maison aujourd'hui? Ah, normalement, oui, c'est pour ça qu'ils l'ont interdite. Ça allait sauver tout le monde. Enfin, tous ceux qui auraient eu le courage de le C'est-à-dire prendre. que les anciennes écoles, je sais pas moi, catholiques, tout ça, privées, ça c'est fini aussi? Ah, ce qui est terminé, d'après les informations que nous avons, et pour preuve ce documentaire de réinformation TV sur les écoles sous contrat, c'est pareil que l'éducation nationale, voire parfois pire, parce qu'on y est zélé. Vous comprenez? On veut dire à la République, ah, regardez, on est des bons citoyens, on est avec vous, on veut surtout pas d'histoire. Par contre, je crois savoir que dans les écoles hors contrat, ça se passe évidemment de manière un peu plus sécure pour les enfants. Mais ces écoles hors contrat, je le prédis aujourd'hui sur votre antenne, vont être aussi interdites ou mises sous le boisseau de telle façon qu'elles ne pourront pas faire ce qu'elles veulent. Mais Voilà. j'ai l'impression qu'il y a une accélération de la mainmise de l'État depuis ces 3-4 dernières années. Je sais pas si vous le remarquez vous aussi. Oui, évidemment. Nous pensons que notre action des journées de retrait de l'école a été un grand bien, mais évidemment a produit de la part du système qui sait se défendre des politiques pour empêcher que cela se reproduise et se développe. Ceci étant, ceci s'ajoutant aux politiques de normalisation des sociétés dans lesquelles nous vivons. Nous allons de plus en plus vers une atomisation des familles, des communautés, des groupes humains, et je crois que la seule façon aujourd'hui de s'en sortir, c'est de s'entraider. C'est-à-dire ce que nous faisons, Roman et moi, avec cette école à la maison avant l'école, il faudrait que ça se développe un petit peu partout, que partout il y ait des groupes d'entraide, de familles, qui auraient les mêmes intérêts autour de leurs enfants pour les sortir du goudron dans lesquels Bien sûr. l'éducation nationale les plonge Alors, pour les plumer. j'ai un commentaire d'une dame. Bonjour, tout à fait d'accord avec votre invité. De plus, la pseudo-pandémie et le confinement ont accentué le désintéressement des écoliers pour l'enseignement. Plus de cours à l'école, mais la possibilité de suivre sur l'ordinateur les cours et même aujourd'hui de choisir ses matières.
Pour ces jeunes générations, les écrans détiennent ce qu'il faut savoir. La notion du savoir a disparu. Voir tous les gens dans les transports et dans les rues rivés à leur téléphone. Bon réveillon, fin d'année. Merci. Merci, chère madame. Là, c'est pour Oui, faire croire à un autre bluff, c'est celui de l'intelligence artificielle. On a mis dans les mains des enfants des machines et l'objectif, c'est de leur faire penser qu'il est une intelligence artificielle auquel ils pourront avoir accès pour se substituer à leur intelligence débilisée de plus en plus. Donc, moi, je dis ici que l'intelligence artificielle n'existe pas, qu'il n'y a d'intelligence que d'intelligence naturelle, puisque nous sommes des créatures d'un créateur qui nous a pourvus en la matière et que notre intelligence détruite, notamment par l'école, ne pourra en aucun cas être remplacée par une intelligence artificielle. Il s'agit et d'une justement, véritable imposture. mais les écrans qu'on a imposés dans les écoles, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Parce que moi, par exemple, je le vois dorénavant dans les documentaires qu'il y a sur les universités. Je vois, par exemple, les étudiants avec leur ordinateur portable. Bon, comme le dit madame, tous ces jeunes qui ont leur téléphone dans le métro, qui sont rivés le nez dans leur téléphone, dans les écrans. Quels sont les méfaits des écrans sur l'apprentissage? Ben, c'est une atrophie de l'hémisphère qui traite de l'image au détriment de l'hémisphère du cerveau qui traite de l'écrit. Et c'est une atrophie qui va connaître un prolongement dans le fait que les gens ne vont plus écrire à la main non plus. L'un des problèmes que nos enfants rencontrent, c'est qu'ils n'écrivent plus à la main. On leur a fait le coup des étiquettes, comme je l'ai dit en début d'émission, et puis maintenant c'est le clavier. Et on installe écran et clavier dans les classes à l'école, de façon à ce que cette main qui nous sert à développer notre intelligence, eh bien, ne soit plus opérationnelle. Ils sont en train de fabriquer des handicapés. Moi, j'ai plein d'enfants autour de moi aujourd'hui qui, lorsqu'ils prennent un stylo, ils sont crevés au bout de 2 minutes de l'avoir utilisé. Ils n'y arrivent plus. Il n'y a même pas la force musculaire pour écrire. Donc, on est en train de faire des légumes. Et il faut quand même savoir que l'écriture manuscrite a un effet extrêmement positif sur le développement de l'intelligence. Donc, on est toujours dans la même machination. On est toujours dans la même problématique, faire des abrutis. Faire des abrutis, et c'est la République qui est responsable de cette politique. Parce que nous parlons de l'éducation nationale, mais l'éducation nationale, c'est quoi? C'est la République anti-française. Et cette C'est République vrai. anti-française, elle va chercher de faux responsables pour cacher ses propres méfaits, de manière à faire diversion, et que les Français de souche en particulier s'imaginent que les responsables sont ailleurs que dans le système politique qui est le leur aujourd'hui, dans lequel malheureusement ils participent en élisant des bouffons qui sont là pour continuer la décadence, la dégénérescence. et la... Justement, chère Farida, quelles sont les prochaines mesures d'après vous, ou d'après ce que vous entendez, de l'éducation nationale contre nos enfants? Alors, ce qui se passe actuellement, dont j'ai pas encore parlé, mais j'ai fait un live sur le sujet, Allez-y, qui allez-y, on en parle. s'intitule L'apologie du terrorisme et la pédophilie, que vous pouvez aussi trouver sur ma chaîne. Ce qui se passe actuellement, pour continuer de diviser et d'aveugler les Français de souche, on met en place une nouvelle accusation à l'école. Ce sont, dans le cadre des hommages aux professeurs qui ont été assassinés, et qu'on déplore évidemment ces assassinats, on a mis en place des accusations envers des enfants de 10 ans, 9 ans, 11 ans, 12 ans, d'apologie du terrorisme, qui les conduit, 1, en garde à vue, 2, en interrogatoire, et 3, signalement éventuellement à l'ASE, au préfet, au juge pour enfants, qui peut les faire retirer de la famille. Donc là encore, pourquoi je dis qu'il y a un lien avec la pédocriminalité? Parce que tout simplement, ces enfants qui disent des bêtises ne sont pas traités et sanctionnés comme des enfants, ils sont traités et sanctionnés comme des adultes. Parce que quand on met un enfant de 10 ans devant des policiers qui l'interrogent comme s'il en avait 25, on est dans une situation où l'enfant n'est pas traité à sa juste condition. On le traite comme un adulte. Cette façon, partout maintenant, à toute occasion, de traiter les enfants comme des adultes, je le répète, c'est l'idéologie pédocriminelle qui veut que nous acceptions, et nous allons y arriver, que nous consentions au rapport sexuel entre les enfants et les adultes. Et là, quand on en arrivera là, et on va y arriver, puisqu'on y prépare tout le monde par différents biais, notamment par les écoles soi-disant alternatives Montessori, ou comme je le disais tout à l'heure,
On fait croire que l'enfant est une personne, par ces histoires de garde à vue où on fait croire encore qu'un enfant de 10 ans doit être traité comme un adulte de 25 ans, etc. Par le fait que les enfants sont amenés à faire de la recherche en classe, alors qu'ils n'ont même pas les bases du lire et de l'écrire et du compter, et qu'il est évidemment impossible de pouvoir faire des recherches tant qu'on n'est pas adulte et tant qu'on n'a pas engrangé les connaissances qui nous permettent de faire des recherches. Tout est fait aujourd'hui, puis ne parlons pas de l'ensemble de la société hyper sexualisée, où on voit sans arrêt des images, où se tiennent des propos sexualisés, sexualisants, où on appelle forcément, de manière extrêmement suggestive, les enfants à être des adultes et à se comporter comme des adultes. Et s'ils se comportent comme des adultes, ça veut dire ils ne vont plus obéir à leurs parents, ils ne vont plus respecter leurs parents, et pourront suivre d'autres adultes pour faire des choses qui se font entre adultes. Et nous en sommes là aujourd'hui. Donc, moi, j'appelle à ce qu'on ait un sens des responsabilités, qu'on considère qu'un enfant est un enfant et qu'il mérite et qu'il se doit, de la part de ses parents, mais aussi de tous ceux qui s'en occupent, eh bien, un traitement qui est conforme à son âge. Oui, c'est ce que dit d'ailleurs le docteur Laurence Kaiser. Voilà, on va légitimer à terme cette fameuse pédocriminalité. Parce que voilà, Il y a des si on choses. apprend, si on dit à un enfant, voilà, tu choisis ton genre, tu choisis ta pratique, tu choisis tes orientations, tout ce que Dieu veut, là on Et parle à plus des que adultes, ça, on parle pas Mike, des hein, on enfants. les appelle, plus que ça, hein, dans certains cours d'éducation sexuelle, on les incite à pratiquer des choses qui leur donneraient du plaisir. C'est écrit noir sur blanc sur un certain nombre de modes d'emploi de l'éducation sexuelle, les standards, par exemple, pour une éducation sexuelle en Europe, et j'en passe, Evras et compagnie, vous verrez que Oui, on appelle Evras, les qui est en enfants, Belgique. on incite les enfants, on les appelle à des pratiques sexuelles concrètes dans leur vie pour qu'ils éprouvent du plaisir. Mais la question du plaisir sexuel, c'est comme le reste. C'est que lorsque ces pratiques sexuelles sont précoces, cela donne des traumas pour certains et cela crée des déséquilibres et des dysfonctionnements pour d'autres qui les conduisent ensuite à avoir des comportements criminels dans la société. Et on va s'étonner ensuite qu'il y ait des violeurs qui, par ailleurs, quand ils passent à l'acte, ne sont pas justement punis par la justice. Donc on est dans une Mais société... moi, je vais vous dire, chère Farida, je trouve quand même que trop peu de parents s'intéressent aux cours de leurs enfants et s'insurgent de ce que fait l'éducation nationale contre leurs enfants. Qu'est-ce que vous en pensez de Bah, ça moi, ce que j'en Est-ce pense, que c'est que c'est vrai et c'est pas vrai. C'est vrai parce que le déni est fort. Vous pouvez vous imaginer quand vous avez des enfants, que vous vous dites le matin, je les dépose dans la gueule du loup, où on va peut-être lui parler de fellation, où on lui parlera pas d'instruction, etc. C'est très effrayant quand la maman dépose son enfant et qu'elle doit aller travailler et que tout ce qui relevait de son autorité est passé dans les mains d'étrangers, républicains, sexualisants. Donc déjà, il y a le déni, parce qu'on a énormément de mal à se dire qu'on est complice de cela et qu'on n'est pas capable de protéger les enfants et qu'on est tenu d'aller travailler, penser à toutes ces familles dites monoparentales, est-ce qu'il y a le choix déjà? Parce que parallèlement, ils ont fait en sorte que les parents se soumettent. Vous savez, il y a eu tous les conflits conjugaux qu'on a bien alimentés. On n'a rien fait pour qu'il y ait une concorde entre l'homme et la femme. Bien au contraire, le féminisme est là pour mettre de l'huile sur le feu, mais pas seulement que le féminisme. Vous avez aujourd'hui toutes sortes de mesures, y compris par la CAF interposée, pour conduire à la fracture, aux fractures dans les familles. Donc il y a le déni qui est alimenté par des peurs que nous pouvons comprendre. Et puis il y a aussi, pour ceux qui n'ont pas peur, pour ceux qui n'ont pas, qui ne sont pas habités par le déni, il y a les représailles. Il ne faut pas c'est-à-dire, négliger quelles sont ces représailles? l'information préoccupante, le signalement auprès du juge pour enfants et le placement abusif dans les réseaux de cette jolie organisation qui porte un joli nom, l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, et qui place les enfants dans des foyers Alors, ou dans des familles alors, d'accueil où ils sont maltraités.
Alors, j'ai une dernière petite question et vraiment une réponse rapide, mais qui Oui. me paraît très intéressante. Après, on va, voilà, parce qu'il nous reste 3 minutes. D'accord. Je ne suis pas d'accord avec ce qui est dit. On considère que c'est la politique qui décide. Ce n'est pas le cas. C'est l'économie qui décide. Elle est capitaliste. C'est le capitalisme mondial qui impose ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez répondre à ça en 30 secondes? Je pense que le problème auquel nous sommes confrontés est dû à plusieurs paramètres, le politique, l'économique, le spirituel, le culturel, bref. Quoi qu'il en soit, de l'origine du problème dans lequel on est, il faut quand même faire un diagnostic et à partir de ce diagnostic, remonter aux causes. Je suis bien d'accord. Et on trouvera tous les domaines de la vie économique, politique, spirituelle qui sont aujourd'hui mobilisés pour en arriver au résultat dont nous venons de parler. En tout cas, merci à vous, chère Merci, Farida Mike, Belgoul, merci pour au- cette heure et demie passionnante. Dites-nous, voilà, comment vous joindre, chère Farida? Voilà, allez-y. Alors, Comment pour vous nous écrire, joindre si on est éventuellement, intéressé? nous participer à nos activités, vous nous écrivez à info, au singulier, info, arrobase instruction-du-6public.com. Info, arrobase instruction-du-6public.com. Voilà, et n'hésitez pas à retrouver Farida sur son YouTube Farida Belgoul. Et puis, est-ce que vous avez un site sinon Nous sommes avec un site aujourd'hui qui est privé destiné à nos élèves, mais nous allons le Ah. rendre progressivement public parce Bon, bah très bien. il faut qu'on travaille sur tous les plans et c'est pas toujours facile d'être au point pour tout. Mais nous allons progressivement, d'ici un mois ou deux, avoir un site public, oui. Si Dieu Bon, bah, veut. très bien. Si Dieu veut. Merci à vous, chère Farida Belgoul. Merci Mike pour Merci cette à invitation. vous. Merci à Radio Courtoisie. Chers amis de Radio Courtoisie, en tout cas, passez ce soir un bon réveillon. Et puis nous, on se retrouve en 2024. Et je vous souhaiterais mes vœux ce jour-là. Merci Farida Belgoul, c'était vraiment passionnant. Et au plaisir de vous revoir. Merci Mike et à bientôt. Au revoir.